Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation. Petit disclaimer avant le début, si vous avez jamais fait de JavaScript, je suis sûr que les autres présentations vous intéresseront beaucoup plus. Voilà, donc je me présente rapidement, moi je m'appelle Benjamin Cavi, dans la vie je fais du dev à la Maïf. Si ça vous intéresse, j'ai mis le GitHub de la Maïf, on a open sourcé plein de trucs assez cool récemment, donc n'hésitez pas à aller voir. Je tweeterai les slides à la fin de la présentation, parce que ça va aller assez vite, donc si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, vous inquiétez pas. Ok, avant de commencer, on va se mettre d'accord sur une définition de l'asynchronisme. Donc, à grosse maille, l'asynchronisme, en fait, c'est le fait de pouvoir exécuter du code de manière différée. Et ça, c'est hyper intéressant pour gérer des actions qui seraient normalement bloquantes. Donc, le cas d'école de ça, c'est quand vous faites un appel réseau. Donc, quand vous faites un appel réseau, typiquement, vous avez deux manières de gérer le truc. Soit vous faites un appel réseau, vous bloquez votre thread en attendant la réponse de l'appel réseau, et ensuite, une fois que vous avez la réponse, vous continuez l'exécution de votre code avec cette réponse. Donc, typiquement, le rest template de Spring ou des choses comme ça. Ou alors vous avez une deuxième méthode qui est de fournir en même temps que votre appel réseau une fonction de callback, donc un bout de code à exécuter plus tard. Et dans ce cas-là, en fait, pendant votre appel réseau, vous avez la possibilité de continuer à faire autre chose, exécuter d'autres codes, etc. Et quand la réponse de l'appel va arriver, en fait, votre callback va être exécuté avec en entrée du coup la réponse. Et ça, c'est un pattern qui est particulièrement utile quand on n'a qu'un seul thread, comme c'est le cas en JavaScript. Donc en fait, en JavaScript, dans le navigateur, quand vous n'utilisez pas les webworkers et tout, vous n'avez qu'un seul thread, qui sert à la fois à l'exécution de votre code, mais aussi c'est le thread du navigateur. Donc ça veut dire que si vous bloquez, non seulement il n'y a plus de code JS qui peut être exécuté, c'est déjà un peu grave, mais en plus, le navigateur peut plus se repaint. Et ça, concrètement, ça veut dire que l'utilisateur peut plus saisir dans des champs, plus cliquer sur des boutons. En gros, ça veut dire que votre site va couler. Donc il faut éviter de le faire. Le but de cette présentation, du coup, ça va être d'aller un peu sous le capot du runtime JavaScript et de voir comment marche l'asynchronisme. Donc comme on va aller sous le capot, je ne vais pas pouvoir faire tourner du vrai code dans du vrai navigateur parce que ça ne me permettrait pas de vous montrer tout ce que je veux. Donc je vais pseudo-exécuter du code à chaque fois ici, donc là il y a le code que je vais exécuter, et avec une fausse sortie standard, etc., ça va nous permettre d'aller doucement et de comprendre un peu ce qui se passe. Le premier élément du runtime JavaScript auquel on va s'intéresser, c'est la stack. Donc la stack là qui est à droite dans ce rectangle orange. Et en fait, la stack, c'est l'endroit où est positionné le code qui est en train d'être exécuté. Okay. Donc si je déroule là le code qui est à gauche, alors à chaque fois, il va falloir imaginer que tout ce code-là, il est wrappé dans une espèce de fonction main. Et ça va permettre de faire la différence entre le code qui vient directement d'ici et le code qui est exécuté plus tard de manière asynchrone. Donc là, bon, je définis trois fonctions, c'est pas hyper intéressant, on va passer là-dessus. Et ensuite, j'appelle une fonction hyper intéressante qui s'appelle print_squareSum. Alors si vous ne l'avez pas, il vous la faut. C'est une fonction en gros qui prend deux nombres en entrée, fait la somme de ces deux nombres, calcule le carré de cette somme et affiche le résultat dans la console. C'est pas mal. Donc cette fonction print_squareSum, du coup, ce qu'elle appelle en premier, c'est la fonction sum. Et là, on voit un premier truc intéressant sur la stack, c'est qu'en fait, les contextes d'exécution en fait, sont empilés. C'est-à-dire que j'ai d'abord une fonction main qui appelle une fonction print_squareSum qui appelle une fonction sum. Et ça, pour la petite histoire, c'est ce qui vous permet, quand vous pétez une erreur en JavaScript, en fait, d'avoir la stack trace dans l'erreur qui vous dit c'est la fonction A qui a appelé la fonction C, qui a appelé la fonction D, et c'est à cet endroit que ça s'est pété la gueule. Donc voilà, après on appelle la fonction square, on appelle console.log, donc imprime le résultat. Mon exécution est terminée, du coup ma stack se vide. Ok. Bon, tout ça c'est bien mignon, mais on est quand même ici pour parler d'asynchronisme, donc on va rajouter un peu d'asynchronisme. La manière la plus simple de le faire en JavaScript, c'est avec une fonction qui s'appelle setTimeout. Bon, en gros, setTimeout, c'est une fonction qui prend deux arguments, une fonction de callback, donc du code à exécuter plus tard, et une durée de temps en millisecondes. Et en fait, setTimeout vous garantit que votre fonction de callback va être exécutée au bout de au moins 100 millisecondes. Alors c'est du au moins, il n'y a pas du tout de notion d'exactitude, ça peut très bien être 101, 102, 103, etc. Donc si on regarde un peu ce qui se passe quand on exécute ce code-là, donc j'ai mon premier console.log, pas de souci. J'ai mon setTimeout qui s'exécute, donc là à ce moment-là, il n'y a vraiment que le setTimeout qui s'exécute, il n'y a pas du tout ma fonction callback qui va s'exécuter plus tard. Mon dernier console.log, et donc là finalement j'ai fini d'exécuter le script qui était à gauche, donc ma stack va venir se vider. Il va se passer 100 millisecondes, peut-être un peu plus, et va réapparaître magiquement dans la stack le contenu du callback que j'ai donné à mon setTimeout. Donc tout ça c'est un peu de la magie, on ne comprend pas trop où était passé mon callback en fait entre le moment où j'ai appelé setTimeout et le moment où il est revenu dans la stack pour être exécuté. Et pour comprendre ça un peu plus en profondeur, on va rajouter des briques donc, à notre runtime JavaScript. Donc là j'exécute le même bout de code qu'avant, c'est juste j'ai mis deux setTimeout parce que à deux c'est mieux. Et si on exécute tout ça, donc j'ai mes deux setTimeout qui s'exécutent, et là on voit qu'en fait mes callbacks et le timer qui leur est associé, ils sont positionnés dans cette espèce de boîte noire ici, donc il s'appelle Browser API.
Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction setTimeout, c'est pas une fonction qui est implémentée dans votre code JavaScript. D'ailleurs, c'est probablement pas une fonction qui est implémentée en JavaScript tout court. C'est vraiment une API qui vous est fournie par le navigateur. Et du coup, c'est le navigateur qui va vous donner la garantie de dire je prends ton callback, j'attends 100 millisecondes et après je fais un truc avec. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc là, l'exécution se termine, 100 millisecondes se passent et le navigateur va venir positionner donc, les deux callbacks dans un élément du runtime supplémentaire qui s'appelle la task queue. Okay, donc en fait, la task queue, c'est l'endroit où sont les callbacks qui sont prêts, mais en attente d'être exécutés. En gros, qui sont prêts à être exécutés et qui attendent juste d'être lancés. Et il y a un autre élément encore qui va venir déclencher l'exécution de ces callbacks qui s'appelle l'event loop. Donc qui est symbolisé dans cette présentation par cette espèce de double flèche là. Et en fait, le rôle de l'event loop, ça va être sous certaines conditions de venir prendre le premier élément de la task queue et l'exécuter. Et donc là, c'est ce qui va se passer. L'event loop va dépiler mon premier console.log, l'exécuter, et elle va faire de même avec le deuxième. Donc voilà ce qui se passe un petit peu sous le capot quand on fait du setTimeout. Si on résume ce qu'on a appris jusqu'ici, donc on a vu qu'il y avait un élément du runtime qui s'appelait la task queue, donc qui était peuplé par le navigateur. Alors là, on a vu le cas du setTimeout, mais c'est aussi peuplé par tout ce qui est handler d'action utilisateur. Donc typiquement les click handler, mouse handler, key handler, enfin tout ce que vous voulez. Les tâches du coup qui sont positionnées dans cette task queue sont exécutées donc, par l'event loop en mode first in, first out. Donc là on a bien vu, mon premier timeout a été exécuté d'abord. Et cette exécution, elle peut se faire uniquement quand la stack est vide. C'est assez important à comprendre, même si je pense que instinctivement tout le monde le sait, mais c'est tant que vous avez du code qui est en train de s'exécuter, c'est-à-dire tant que votre stack n'est pas vide, que ce soit du code d'un callback précédent ou du code de votre script initial, en fait, comme vous avez qu'un seul thread, il ne peut pas y avoir de commutation de texte ou de je sais pas quoi qui permettrait de lancer l'exécution d'un deuxième bout de code alors que l'exécution d'un bout de code est déjà pas finie. Donc ça va être une règle hyper importante, c'est tant que du code est en train d'être exécuté, il n'y a pas de nouveau code asynchrone qui peut venir commencer son exécution. Et en fait, pour être tout à fait précis, il peut y avoir plusieurs task queues. Donc la spécification dit juste ça, elle ne donne pas plus de détails, mais en réalité, il y en a plusieurs dans tous les navigateurs. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que ça permet de prioriser les interactions utilisateurs. Parce que imaginez, vous avez une task queue qui est remplie par des callbacks de setTimeout, et à ce moment-là, votre utilisateur vient cliquer sur un bouton. Si on n'avait qu'une seule task queue, le callback de clic sur le bouton, il serait positionné tout à la fin de votre task queue. Et comme elle est consommée en mode first in, first out, il faudra attendre que tous les callbacks de setTimeout aient été exécutés avant que votre interaction utilisateur soit prise en compte. Donc ça, c'est pas ouf, parce que ça fait quand même sérieusement laguer les réponses aux interactions utilisateurs. Donc la plupart des navigateurs ont fait le choix d'avoir une task queue dédiée aux interactions utilisateurs qui est plus prioritaire que celles de tâches qui sont considérées comme un peu plus de fond et moins prioritaires, comme les setTimeout. La seule règle, c'est que les tâches qui viennent de la même source vont forcément dans la même queue. Donc ce qui vient de setTimeout va forcément dans la même queue, ce qui vient de clickhandler va dans la même queue, etc. Ok, donc ça c'était pour la task queue. Maintenant on va s'intéresser à un deuxième type de queue qui s'appelle la render queue. Alors la render queue, c'est une queue qui est alimentée uniquement d'une seule manière, c'est par les callbacks que vous filez à une fonction qui s'appelle requestAnimationFrame. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec requestAnimationFrame, sinon c'est cette fonction-là que vous devez utiliser pour faire des animations. Pas setTimeout, pas setInterval, requestAnimationFrame. Tout simplement parce que cette render queue, elle est consommée par l'event loop juste avant le repaint du navigateur, c'est-à-dire juste au bon moment pour faire des animations. La consommation de cette queue, encore une fois, elle est possible que si la stack est vide, donc ça va être pareil pour tout. Et il y a une petite caractéristique particulière, c'est que quand l'event loop commence à consommer la render queue, elle est obligée de consommer tous les éléments qui sont présents initialement, avant de pouvoir s'arrêter. Et évidemment, quand le navigateur veut se repaint, il va préférer consommer cette queue-là, parce que c'est un prérequis au repaint, plutôt que de consommer la task queue. Alors si on vient illustrer un peu tout ça, donc là j'ai une boucle for où je fais un certain nombre de setTimeout dedans, ça va juste être pour venir peupler ma task queue en fait. Et ensuite, j'ai donc un requestAnimationFrame donc, qui va venir positionner un truc dans ma render queue. Okay, donc là on peut considérer que ça s'est exécuté relativement rapidement, donc le navigateur ne veut pas encore se repaint. Et l'event loop va commencer à venir consommer ma task queue. Donc elle va en consommer une, elle va en consommer deux, etc. Et au bout d'un moment, mon navigateur va avoir envie de se repaint. Problème, avant de se repaint, il doit consommer la render queue, et la render queue peut être consommée que quand la stack est vide. Là, il y a un truc dans la stack, donc on est obligé d'attendre. Donc on attend que l'exécution de ce truc-là soit terminée. Et là, l'event loop va venir consommer du coup ma render queue. Donc voilà, le callback est exécuté, le navigateur peut faire son repaint, et une fois le repaint fait, l'event loop va pouvoir reprendre la consommation de la task queue. Deuxième exemple un peu plus complexe, j'ai défini ici une fonction qui s'appelle recursive requestAnimationFrame.
Alors en gros, cette fonction-là, elle prend une fonction de callback, elle a stage du coup dans un request animation frame, donc elle avait le request animation frame avec cette fonction-là d'exécuter. Et elle se rappelle elle-même de manière récursive. En gros, ce que ça fait, c'est que la fonction F va toujours être présente dans la render queue. Vous allez voir à l'exécution, ça va être plus clair si ça ne l'est pas déjà. Donc, et en parallèle de ça, oui, j'ai une boucle for que j'ai commentée ici parce que ça a commencé à prendre beaucoup de place, qui m'a mis plein d'éléments avec cette timeout dans ma task queue ici. Donc là, même chose, l'event loop commence par consommer la task queue, elle en consomme un, etc. Le navigateur veut se repaint. Okay, donc quand le navigateur veut se repaint, l'event loop va consommer la render queue, donc elle consomme mon premier callback, ma fonction de callback est appelée, et ensuite la fonction se rappelle elle-même de manière récursive, ce qui va venir tout simplement remettre un élément ici en bas de ma render queue avec la même chose. C'est exactement la même chose du coup pour mon deuxième recursive request animation frame. Donc il va venir rajouter encore un élément dans ma render queue. Mais là en fait on est arrivé à cette espèce de gros trait bleu dégueulasse là, qui marquait l'endroit où on était dans la render queue au moment où l'event loop a commencé à la consommer. En gros c'était la limite des éléments qui étaient présents initialement dans la render queue. Et à ce moment-là en fait l'event loop va s'arrêter de consommer la render queue. Elle ne va pas consommer ce qui a été ajouté par la suite, et le navigateur va faire son repaint. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que l'event loop ne continue pas à consommer? En fait, parce que ce pattern de faire des trucs récursifs dans Request Animation Frame pour toujours avoir une fonction de callback dans la render queue, c'est un truc qui est assez courant quand on fait des animations. Et là, on voit bien que si l'event loop continuait de consommer la render queue, en fait, elle s'arrêterait jamais, parce qu'on rajouterait à chaque fois des éléments, et on serait bloqué dans une boucle infinie qui bloquerait le repaint du navigateur. Et donc là, une fois le repaint fait, l'event loop continue de consommer la task queue. Ok, tout le monde est bien accroché? C'est bon? Avant manger midi, c'est un peu dur, hein, je vous l'accorde. Donc il y a un dernier type de queue qui est la micro-task queue. La micro-task queue, donc en fait, c'est la queue qui est dédiée aux micro-tâches. Alors qu'est-ce que c'est les micro-tâches? C'est un truc qui a été introduit plus récemment, en fait, quand le besoin s'est fait sentir d'avoir des tâches plus prioritaires que les tâches. Et en fait, les micro-tâches, en gros, ça peut être créé que par deux trucs, les promises et les mutation observer. Et donc, c'est positionné dans une queue spécifique. Et en fait, cette queue-là, déjà, elle est très prioritaire par rapport à toutes les task queues. Et la deuxième propriété, c'est que quand l'event loop a commencé à la consommer, elle est obligée d'aller jusqu'au bout sans s'arrêter. Donc on voit un premier exemple tout con. Donc là, je fais un set timeout et un promise.resolve avec un point z. En fait, c'est le point z ici qui va venir générer ma micro-tâche. Et donc quand l'event loop a le choix, elle consomme toujours la micro-task queue en premier, puisque c'est elle qui est la plus prioritaire. Ok, bon, ça c'était facile. On va passer à un exemple un peu plus complexe. Donc là, je fais un promise.resolve avec une centaine de milliers de promise.z dans une boucle for ici, histoire de venir remplir un peu ma micro-task queue. Et je fais également un set timeout et un request animation frame ici. On peut considérer que ça s'est exécuté vite. Donc le navigateur va pas se repaint et l'event loop va commencer à consommer ma micro-task queue, puisque c'est le truc le plus prioritaire. Elle va en consommer une, elle va en consommer deux. Et là, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Une fois que l'event loop a commencé à consommer la micro-task queue, elle ne peut plus s'arrêter, elle ne peut plus faire autre chose. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas consommer la render queue. Et ce qui veut dire qu'en fait, tant que j'ai pas fini de consommer ma centaine de milliers de callbacks, là, en fait, mon navigateur ne peut juste pas se repaint. Donc là, on voit qu'avec des tâches qui sont pourtant assez légères, juste des console.log, en fait, on a vraiment réussi à bloquer le thread graphique de notre navigateur, juste en lui donnant plein de petits trucs à exécuter, et où il ne peut pas aller faire autre chose que de les exécuter. Donc là, l'event loop va finalement finir de consommer toute ma micro-task queue, et là on peut considérer que c'est quand même écoulé un peu de temps. Donc là, le navigateur va vraiment avoir envie de se repaint, donc l'event loop va tout de suite aller consommer la render queue. Le navigateur va se repaint, et enfin, on va consommer donc, le truc le moins prioritaire, qui est la task queue. Ok, donc petite slide de résumé. Alors si vous devez en prendre une en photo, c'est celle-là, sinon vous inquiétez pas, encore une fois, je tweeterai les slides. On a vu qu'il y avait trois types de queues, donc les task queues. Les tâches qui sont dedans peuvent être exécutées une par une, l'event loop peut aller faire autre chose entre temps, etc. Il peut y en avoir plusieurs. Donc les render queues qui sont alimentées par request animation frame et qui est consommée juste avant le repaint. Et enfin la micro-task queue, donc qui est très prioritaire et où l'event loop met un peu le doigt dans l'engrenage quand elle commence à consommer cette queue-là. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces queues-là, de toute façon, elles sont dépilées que quand la stack est vide. Donc pas d'exécution de code asynchrone tant que vous avez un autre bout de code qui est en train de s'exécuter. On a aussi vu qu'asynchrone c'était différent de non bloquant. Bon, ça, il y a un cas évident où on le voit, c'est si vous faites une boucle infinie dans un set timeout. Ça, c'est évident. Mais on a aussi vu qu'avec plein de tâches qui étaient toutes petites et qui s'exécutaient très rapidement, on pouvait très bien réussir à bloquer le navigateur. Et enfin, bon, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais attention à la compatibilité avec IE Edge dedans.
les micro-tâches sont implémentées comme des tâches normales en fait. Quelques pointeurs, donc 2 vidéos intéressantes et un article intéressant également, et je vous remercie de votre attention.